Yukio Mishima, Patriotisme, 1961. Le 28 février 1936, c'est-à-dire le troisième jour de l'incident du 26 février, le lieutenant Shinji Takeyama du bataillon des transports de Konoe, bouleversé d'apprendre que ses plus proches camarades faisaient partie des mutins et indigné à l'idée de voir des troupes impériales attaquer des troupes impériales, prit son sabre d'ordonnance et s'éventra rituellement dans la salle aux 8 nattes de sa maison particulière. Résidence Yotosuya, 6e d'Aobasho. Sa femme, Reiko, suivit son exemple et se poignarda. La lettre d'adieu du lieutenant tenait en une phrase. Vive l'armée impériale. Sa femme, après s'être excusée de précéder en fille dénaturée ses parents dans la tombe, terminait ainsi la sienne. Le jour est venu qui doit nécessairement venir pour une femme de soldat. Les derniers moments de ce couple héroïque et consacré furent à faire pleurer les dieux. Remarquons que le lieutenant avait 31 ans et sa femme 23. La moitié d'une année ne s'était pas écoulée depuis leurs noces. Ceux qui avaient vu la photo du mariage, non moins peut-être que ceux qui y assistaient, s'étaient émerveillés de l'allure et de la beauté des jeunes gens. Le lieutenant, debout, imposant sous l'uniforme, la main droite sur la poignée du sabre, le képi à la main gauche, semblait protéger la jeune femme. Il avait une expression sévère, et sous les noirs sourcils le regard de ses larges yeux rayonnait de jeunesse et de droiture. On n'imaginait rien de comparable à la beauté de la jeune femme chez qui sensualité et délicatesse se mêlaient. Les lèvres pleines, le nez mince et fin, les yeux paisibles sous la douceur des sourcils. Une main glissée timidement hors la manche du kimono tenait un éventail, et l'extrémité des doigts, réunis en précieux bouquets, ressemblait à un bouton de marguerite. Après le suicide, quand on reprenait cette photo pour l'examiner, on se disait avec tristesse qu'une malédiction pèse trop souvent sur ces unions en apparence sans faille. Ce n'était peut-être qu'imagination, mais à regarder l'image après la tragédie, il semblait presque que les deux jeunes gens, immobiles devant le paravent de lac et d'or, contemplaient, avec chacun la même certitude, la mort qui les attendait. Grâce aux bons offices de leur médiateur, le lieutenant général Ozeki, ils avaient pu s'installer dans une maison neuve d'Aobasho, à Yotsuya. Maison neuve est sûrement trop dire. C'était, en location, une vieille maison de 3 pièces qui donnait à l'arrière sur un petit jardin. Comme ni la pièce de 6 nattes, ni celle de 4 nattes et demi au rez-de-chaussée ne bénéficiaient du soleil, ils utilisèrent la pièce de 8 nattes à l'étage à la fois comme pièce de réception et comme chambre à coucher. Ils n'avaient pas de bonne, si bien que Reiko, en l'absence de son mari, gardait seule la maison. Ils se dispensèrent du voyage de noces sous prétexte que le pays était en état d'alerte, et passèrent la première nuit de leur mariage dans cette maison. Avant de se coucher, Shinji, assis sur la natte, le buste droit, son sabre posé devant lui, avait fait à sa femme un discours militaire. Une femme qui devient femme de soldat doit savoir que son mari peut mourir à tout moment, et résolument l'accepter. Ce pourrait être demain, ou le jour d'après, mais, dit-il, peu importe quand. Était-elle absolument ferme dans sa résolution de l'accepter? Raiko se leva, ouvrit un tiroir du secrétaire, et y prit le plus cher de ses nouveaux trésors, le poignard que lui avait donné sa mère. Revenue à sa place, elle posa sans un mot le poignard devant elle, comme son mari avait posé son sabre. Ils se comprirent en silence aussitôt, et le lieutenant ne chercha plus jamais à mettre à l'épreuve la résolution de sa femme. Dès les tout premiers mois de son mariage, la beauté de Raiko devint de jour en jour plus éclatante. Elle rayonnait avec la sérénité de la lune après la pluie. Comme tous deux étaient jeunes et vigoureux, la passion menait leur rapport, et pas uniquement la nuit. Plus d'une fois, revenant tout droit des manœuvres, à peine rentré chez lui et sans même prendre le temps d'ôter son uniforme couvert de boue, le lieutenant avait renversé sa femme sur le sol. Raiko montrait la même ardeur. Un mois environ après leur nuit de noces, Raiko connut le bonheur, et le lieutenant, s'en rendant compte, fut heureux comme elle. Le corps de Raiko était si chaste et blanc. Sitôt consentante, sa pudique poitrine ronde livrait généreusement sa chaleur. Même au lit, ils étaient, l'un et l'autre, sérieux à faire peur. Au sommet le plus fou de la plus enivrante passion, ils gardaient le cœur sévère et pur. Dans la journée, le lieutenant pensait à sa femme durant les pauses de l'exercice. Et tout au long du jour, chez elle, Raiko se représentait l'image de son mari. Même séparés, ils n'avaient cependant qu'à regarder la photo de leur mariage pour que se confirmât leur bonheur. Raiko n'éprouvait pas la moindre surprise à voir qu'un homme, il y a quelques mois complètement étranger, ait pu devenir le soleil autour duquel tournait son univers tout entier. Toutes ces choses avaient une base morale et obéissaient au décret sur l'éducation qui ordonnait au mari et à la femme de vivre en harmonie. Pas une fois Raiko ne contredit son mari, et le lieutenant n'eut pas une fois l'occasion de gronder sa femme. Sur l'autel de la divinité, sous l'escalier, auprès de la tablette du grand sanctuaire d'Isée, étaient disposées des photos de leur majesté impériale
et régulièrement tous les matins, avant de partir à son service, le lieutenant s'arrêtait avec sa femme en ce lieu consacré, et tous deux courbaient profondément la tête. L'offrande de l'eau était renouvelée tous les jours, et le rameau sacré de Sasaki, toujours frais et verdoyant. Ils menaient leur vie sous la grave protection des dieux, et le bonheur qui les comblait faisait trembler toutes les fibres de leur corps. La maison du garde des sceaux, Saito, était située dans le voisinage. Cependant, ils n'entendirent ni l'un ni l'autre la fusillade le matin du 26 février. C'est une trompette sonnant le rassemblement dans la petite aube enneigée, après les 10 minutes de tragédie, qui réveilla le lieutenant de son sommeil. Sautant aussitôt du lit, sans un mot, il revêtit son uniforme, accrocha le sabre que lui tendait sa femme et sortit en hâte. Les rues étaient couvertes de neige et il faisait encore noir. Il ne revint que le soir du 28. Plus tard, par la radio, Reiko apprit toute l'étendue du brusque éclat de violence. Pendant les 2 jours qui suivirent, elle vécut seule, dans une tranquillité absolue, derrière les portes fermées. Sur le visage du lieutenant, quand il s'était élancé le matin sous la neige, Reiko avait lu la résolution de mourir. Si son mari ne revenait pas, elle avait pris sa propre décision. Elle mourrait aussi. Elle régla tranquillement la distribution de ce qui lui appartenait. Elle fit un choix parmi ses kimonos pour les laisser en souvenir à ses amis d'enfance et camarades de classe. Les enveloppa et, sur chaque paquet, écrivit un nom et une adresse. Son mari lui ayant constamment interdit de penser au lendemain, Reiko n'avait jamais tenu de journal et se voyait privée du plaisir de lire et de relire le détail de son bonheur des derniers mois, comme d'en brûler les pages au fur et à mesure. Sur le poste de radio, il y avait un petit chien de porcelaine, un lapin, un écureuil, un ours, un renard. Il y avait aussi un petit vase et un pot à eau. Reiko n'avait jamais rien collectionné d'autre. Mais il lui parut difficile de distribuer ces choses-là. Il ne serait pas davantage bien convenable de spécifier qu'il fallait les mettre dans son cercueil. Comme elle réfléchissait ainsi, l'expression des petits animaux parut à Reiko de plus en plus mélancolique et lointaine. Reiko prit l'écureuil dans sa main pour le regarder. Puis sa pensée se tourna vers un domaine qui dépassait de beaucoup ses attachements enfantins, et contempla, dans le lointain, le grand principe solaire que son mari incarnait. Elle était prête à se précipiter à sa perte, et heureuse d'être emportée dans l'éblouissant char du soleil, mais pendant quelques instants de solitude, elle s'accordait la douceur de s'abandonner à cette innocente frivolité. Le temps était loin, cependant, où elle avait vraiment aimé ses babioles. Elle n'aimait plus désormais que le souvenir de les voir aimer jadis, et la place qu'elles occupaient dans son cœur avait été comblée par des passions plus intenses et par la violence du bonheur. Car jamais Reiko, même en elle-même, n'avait considéré uniquement comme plaisir les enivrantes joies de la chair. Le froid de février et le contact glacé de l'écureuil en porcelaine avaient engourdi ses doigts fins, et malgré tout, à l'idée des bras puissants de son mari tendus vers elle, elle sentait dans le reste de son corps, sous le dessin régulier de son strict kimono de Meisen, se répandre une brûlante moiteur charnelle qui défiait les neiges. Elle n'avait pas du tout peur de la mort qui bougeait dans sa tête. Seule chez elle, à attendre, Reiko était convaincue que tout ce que son mari pouvait éprouver ou penser la conduisait, aussi sûrement que le pouvoir sur elle de sa chair, vers une mort qui serait la bienvenue. Elle avait le sentiment qu'à la moindre pensée de son mari, son corps saurait aisément se transformer et se dissoudre. En écoutant les fréquents communiqués de la radio, elle entendit citer, parmi les noms des insurgés, plusieurs collègues de son mari. Ces nouvelles-là annonçaient la mort. Elle suivit avec soin les événements, se demandait avec angoisse à mesure que de jour en jour la situation devenait plus irréversible, pourquoi aucun décret impérial n'intervenait, si bien que ce qu'on avait tout d'abord pris comme un mouvement destiné à rétablir l'honneur de la nation se voyait peu à peu marqué d'infamie et appelé mutinerie. Aucun message ne venait du régiment. À tout moment, semblait-il, on pouvait commencer à se battre dans les rues de la ville que recouvrait toujours le restant de neige. Le 28, vers le coucher du soleil, des coups violents sur la porte d'entrée firent sursauter Reiko. Elle descendit en hâte. En tirant maladroitement les verrous, elle aperçut derrière l'épaisseur du verre une silhouette indécise, silencieuse, et sut que c'était son mari. Jamais elle n'avait trouvé si dur le verrou. Il ne cédait toujours pas. La porte ne voulait pas s'ouvrir. Une seconde plus tard, à peine avait-elle compris qu'elle avait réussi, le lieutenant était debout près d'elle sur le ciment du vestibule, engoncé dans sa capote kaki, les bottes alourdies par la boue de la rue. Il referma la porte derrière lui et repoussa le verrou. Quel sens avait ce geste? Reiko ne le comprit pas. « Soyez le bienvenu. » Reiko s'inclina profondément, mais son mari ne répondit pas.
Comme il avait détaché son sabre et qu'il avait enlevé sa capote, Reiko passa derrière lui pour l'aider. Le manteau, qui était humide et froid, et avait perdu l'odeur du crottin qu'au soleil il dégageait normalement, pesait lourd sur son bras. Elle le suspendit à un porte-manteau et, serrant dans ses grandes manches le ceinturon de cuir et de sabre, elle attendit que son mari eût ôté ses bottes pour le suivre dans le living-room. C'était, au rez-de-chaussée, la pièce à 6 nattes. À la lumière de la lampe, le visage de son mari, couvert d'une épaisse barbe de 2 jours, amaigri, ravagé, était presque méconnaissable. Les joues étaient creuses. Elles avaient perdu leur éclat, leur fermeté. Normalement, il se serait tout de suite changé et aurait réclamé son dîner. Mais il s'assit devant la table, toujours en uniforme, accablé, tête baissée. Raiko n'osa pas lui demander s'il fallait préparer le dîner. Au bout d'un moment, il parla. « Je ne savais rien. Ils ne m'avaient pas demandé d'être avec eux. Peut-être parce que je venais de me marier. Kano, Oma aussi, et Yamaguchi. » Raiko revit un instant les visages de jeunes officiers enthousiastes, des amis de son mari qui l'avaient invité quelquefois. Il y aura peut-être demain un décret impérial. Ils seront déclarés rebelles, j'imagine. J'aurai le commandement d'une unité et ordre de les attaquer. Je ne peux pas. C'est impossible de faire une chose pareille. Il reprit. On m'a libéré de mon tour de garde et j'ai la permission de rentrer chez moi cette nuit. Demain matin, sans faute, il faudra que je reparte pour l'attaque. Je ne peux pas, Raiko. Raiko était assise bien droite, les yeux baissés. Elle avait clairement compris que son mari parlait de sa mort. Le lieutenant était résolu. Chacune de ses paroles enracinées dans la mort libérait puissamment son plein sens et s'inscrivait en clair sur l'immobile et sombre arrière-plan. Bien que le lieutenant eût posé le dilemme, il n'y avait déjà plus place en lui pour l'hésitation. Toutefois, il y avait quelque chose de limpide, comme l'eau d'un torrent nourri de la fonte des neiges, dans le silence qui s'établissait entre eux. Ainsi, dans sa propre demeure, après 2 longues journées d'épreuves, le lieutenant pour la première fois éprouvait une paix véritable, car il avait su tout de suite, bien qu'elle n'eût rien dit, que sa femme avait deviné la résolution cachée derrière ses paroles. Eh bien, les yeux du lieutenant s'ouvrirent tout grands. Malgré son épuisement, son regard était vigoureux et clair, et pour la première fois se planta droit dans les yeux de sa femme. « Ce soir, je m'ouvrirai le ventre. » Raiko ne broncha pas. Son paisible regard se sentit comme une corde frappée à l'aigu. « Je suis prête, dit-elle. Je demande la permission de vous accompagner. » Le lieutenant se sentit presque hypnotisé par la force de son regard. Il répondit vite et facilement, comme on parle dans le délire et sans comprendre lui-même comment une permission de si lourde conséquence pouvait être accordée si légèrement. « Bien, nous partirons ensemble. Mais j'ai besoin de vous comme témoin. D'abord, à mon propre suicide. D'accord ?» Une fois cela dit, brusquement, un violent bonheur les submergea tous deux. Raiko était touché au cœur par la grandiose confiance de son mari. Il était essentiel pour le lieutenant, quoi qu'il arrivât par ailleurs, qu'il n'y eût aucune irrégularité dans sa mort. Pour cela, il fallait un témoin. Le fait d'avoir choisi sa femme était une première marque de sa confiance. La seconde, plus grande encore, était qu'après s'être engagé à ce qu'ils meurent ensemble, il n'ait pas eu l'intention de tuer d'abord sa femme, qu'il ait différé sa mort jusqu'à l'instant où lui-même ne serait plus là pour la vérifier. Si le lieutenant avait été un mari soupçonneux, il aurait, sans aucun doute, comme il en est coutume dans les doubles suicides, préféré tuer d'abord sa femme. Lorsque Raiko dit « Je demande la permission de vous accompagner », le lieutenant eut le sentiment que ces paroles étaient le fruit de l'enseignement qu'il avait lui-même dispensé à sa femme dès le premier soir de leur mariage. Enseignement qu'il avait dressé à dire sans hésiter, le moment venu, ce qui devait être dit. Il se sentait flatté dans l'idée qu'il se faisait de sa propre conduite, car il n'était ni vaniteux ni romantique, et n'imaginait pas que les paroles de Raiko aient pu lui venir spontanément par amour pour son mari. Le cœur presque débordant de bonheur, ils ne purent s'empêcher de se sourire. Raiko se crut revenue à la nuit de ses noces. Elle n'avait dans les yeux ni la douleur ni la mort. Elle croyait ne voir qu'un libre paysage sans limite, ouvert sur des horizons infinis. L'eau est chaude. Voulez-vous prendre votre bain maintenant ? Ah oui, bien sûr. Et dîner ? Les mots étaient prononcés sur un ton si tranquille et si familier que le lieutenant, une fraction de seconde, faillit croire que tout ce qui s'était passé n'était qu'hallucination. Je crois que nous n'aurons pas besoin de dîner, mais faites peut-être tiédir du saké. Comme vous voudrez. En se levant pour prendre un peignoir de bain, Reiko fit en sorte d'attirer l'attention de son mari sur le contenu du tiroir. Il se leva, s'avança jusqu'au secrétaire et regarda. Il lut une à une les adresses écrites sur chaque souvenir soigneusement enveloppé et rangé. Cette preuve d'héroïsme et de résolution ne lui fit pas de chagrin, mais lui remplit le cœur de tendresse.
comme un mari à qui sa jeune femme montre d'enfantins cadeaux. Le lieutenant, derrière elle, bouleversé, la saisit dans ses bras et l'embrassa sur la nuque. Raiko perçut contre sa nuque la rudesse du menton non rasé de son mari. Cette sensation pour elle, au lieu d'être simplement une des choses de ce monde, non seulement lui parut le contenir tout entier, mais encore, puisqu'elle savait qu'elle allait le perdre à jamais, la saisit avec une acuité qu'elle n'avait jamais éprouvée. Chacun des instants qui passaient apportait sa nouveauté et sa force particulière et réveillait ses sens dans toutes les parties de son corps. Acceptant sans bouger la caresse de son mari, Raiko se dressa sur la pointe des pieds pour permettre au plaisir de se répandre dans toutes ses fibres. Le lieutenant murmura à l'oreille de sa femme. Le bain d'abord, et puis un peu de saké. Ensuite, dépliez le lit là-haut, voulez-vous ? Raiko acquiesça en silence. Le lieutenant ôta son uniforme puis alla se baigner. Raiko, tout en prêtant l'oreille au bruit d'eau remuée, ranima le brasero du living room et commença à chauffer le saké. Puis, prenant le peignoir, une ceinture et des sous-vêtements, alla voir dans la salle de bain si l'eau était assez chaude. Au milieu des nuages de vapeur, le lieutenant, assis par terre en tailleur, se rasait et l'on apercevait vaguement, sur son dos puissant, le mouvement des muscles qui répondaient au mouvement de ses bras. Il n'y avait rien là qui donnait à l'instant une signification particulière. Raiko, attentive à sa tâche, remplissait, de réserves prises ici et là, de petites jattes. Ses mains ne tremblaient pas. Elle aurait plutôt travaillé avec plus de facilité et de précision que d'habitude. De temps en temps, il est vrai, une étrange angoisse lui faisait battre le cœur, comme un éclair lointain, quelque chose d'intense la poignait, qui disparaissait aussitôt sans laisser de traces. À part cela, rien ne sortait de l'ordinaire. Le lieutenant, en se rasant dans la salle de bain, réchauffé, se sentait enfin miraculeusement guéri de la fatigue désespérée de son corps et des tourments de l'indécision, et soulevé, en dépit de la mort qu'il attendait, d'une attente enchantée. Il entendait faiblement sa femme bouger dans l'autre pièce. Un puissant et saint désir, oublié 2 jours durant, se réaffirmait. Le lieutenant était certain qu'il n'y avait rien d'impur dans la joie qu'ils avaient tous les deux éprouvée en décidant de mourir. Ils avaient tous les deux senti à ce moment-là, bien entendu sans que ce fût clair ni conscient, que les plaisirs permis qu'ils partageaient en privé se trouvaient une fois encore sous la protection de la puissance divine, et que le bien et la morale étaient leurs garants. À se regarder l'un l'autre dans les yeux pour y découvrir une honorable mort, ils s'étaient, une fois de plus, sentis à l'abri derrière des murs d'acier que personne ne pourrait abattre, défendus par l'armure impénétrable du beau et du vrai. Si bien que loin de voir une source de contradiction ou de conflit entre les exigences de sa chair et la sincérité de son patriotisme, le lieutenant finissait même par y voir les 2 aspects d'une même chose. Le visage très proche du miroir sombre et craquelé fixé au long du mur, le lieutenant se rasa avec le plus grand soin. Ce serait son visage de mort. Il ne fallait pas y laisser d'ombre déplaisante. La figure bien rasée avait retrouvé l'éclat de la jeunesse et paraissait éclairer le miroir terni. Il y avait même, se dit-il, une certaine élégance au rapprochement entre ce visage de radieuse santé et la mort. Tel qu'il apparaissait là, tel serait son visage de mort. Déjà, en réalité, il avait à demi échappé au lieutenant, ne lui appartenait plus tout à fait. C'était un buste sur la tombe d'un soldat. Il fit une expérience, ferma les yeux, tout était enveloppé de ténèbres. Il cessait d'être une créature qui vit et qui voit. Revenu de la salle de bain, et le feu du rasoir encore visible sur ses joues lisses, il s'assit près du brasero ranimé. Il remarqua que Raiko, tout occupée qu'elle fût, avait trouvé le temps de se farder légèrement. Ses joues étaient avivées et ses lèvres humides. On ne voyait en elle aucune ombre de tristesse. En vérité, se dit le lieutenant devant la preuve du tempérament de sa jeune femme, il avait choisi la femme qu'il devait choisir. Aussitôt qu'il eut bu dans la coupe de saké, il la tendit à Raiko. Raiko n'avait jamais bu de saké, mais elle accepta sans hésiter et trempa timidement ses lèvres. « Venez, dit le lieutenant. » Raiko s'approcha de son mari, qui la saisit dans ses bras et la renversa sur ses genoux. Sa poitrine la brûlait comme si la tristesse, la joie et le puissant alcool s'étaient mêlés et combattus en elle. Le lieutenant pencha la tête pour regarder le visage de sa femme. C'était le dernier visage qu'il verrait en ce monde, le dernier visage qu'il verrait de sa femme. Le lieutenant l'examina minutieusement avec les yeux du voyageur qui dit adieu aux admirables paysages qu'il ne revisitera jamais. C'était un visage qu'il ne se lassait pas de regarder. Les traits réguliers sans froideur, les lèvres douces et fortes, légèrement fermées. Le lieutenant baisa les lèvres sans y penser. Et soudain, bien que le visage n'eût pas été un seul instant déformé par la honte d'un sanglot, il aperçut les larmes brillantes qui sous les longs cils s'échappaient légèrement des yeux fermés, ruisselaient et débordaient. Lorsque, un peu plus tard, le lieutenant proposa de gagner leur chambre, sa femme répondit qu'elle le suivrait après avoir pris un bain. Il monta seul l'escalier et, dans la chambre où l'air était déjà réchauffé par le radiateur à gaz, il s'étendit sur le lit déplié en s'étirant les bras et les jambes.
Même l'heure d'attendre ainsi sa femme était l'heure ordinaire, ni plus tard ni plus tôt que d'habitude. Les mains croisées sous la nuque, il contemplait les noires voliges du plafond que n'éclairait pas la veilleuse. Était-ce la mort qui l'attendait, ou bien une furieuse ivresse sensuelle? L'une et l'autre paraissaient s'entrelacer comme si l'objet de ce charnel désir eût été la mort elle-même. Mais il est de toute façon certain que le lieutenant n'avait jamais éprouvé le sentiment d'une aussi totale liberté. Il y eut un ronflement de moteur dans la rue, et le crissement de pneus de voiture sur la neige accumulée le long du trottoir. Les murs renvoyaient le bruit du klaxon. Le lieutenant avait l'impression que sa maison était une île solitaire dans l'océan d'une société qui s'agitait comme à l'habitude. Tout autour de lui, dans l'immensité et le désordre, s'étendait le pays pour lequel il souffrait. Il allait lui donner sa vie. Mais ce grand pays, qu'il était prêt à contester au point de se détruire lui-même, ferait-il seulement attention à sa mort? Il n'en savait rien, et tant pis. Il mourait sur un champ de bataille sans gloire, un champ de bataille où ne pouvait s'accomplir aucun fait d'armes, le lieu d'un combat spirituel. Les pas de Reiko résonnèrent sur l'escalier. Les marcherettes de la vieille maison grinçaient. Ces craquements de bois évoquaient de tendres souvenirs et, bien souvent, de son lit il les avait attendus avec joie. À l'idée qu'il ne les écouterait plus, il redoubla d'attention pour que chaque minute, chaque seconde de son temps précieux soit occupée par la douceur de ses pas sur l'escalier grinçant. Chaque instant devenait un joyau d'où rayonnait la lumière. Raiko portait une écharpe rouge pour serrer à la taille son yukata. Mais la faible lumière en atténuait l'éclat. Et lorsque le lieutenant avança la main, Raiko l'aida à la dénouer et l'écharpe glissa sur le sol. Raiko était debout devant lui, toujours vêtu de son yukata. Son mari passa les mains dans les fentes sous les manches pour la serrer contre lui. Mais le bout de ses doigts eut à peine touché la brûlante chair nue, à peine se furent resserrés sur ses mains les aisselles, que tout son corps prit feu. Un instant plus tard, tous deux étaient couchés nus devant la rouge incandescence du gaz. Ni l'un ni l'autre ne l'exprimèrent, mais la pensée que c'était la toute dernière fois qu'ils faisaient battre leur cœur dilatait leur poitrine. On aurait dit que ces mots, la dernière fois, s'étaient inscrits en lettres invisibles sur chaque pouce de leur corps. Le lieutenant attira sa femme contre lui pour l'embrasser violemment. Leurs langues se mêlaient dans l'humide et lisse caverne de leur bouche. Les douleurs de la mort, encore inconnues, avivaient leurs sens comme le feu trempe l'acier. Ces douleurs qu'ils n'éprouvaient pas encore, ces lointaines affres de l'agonie, rendaient plus aiguë leur perception du plaisir. « C'est la dernière fois que je verrai votre corps, dit le lieutenant. Laissez-moi le regarder. » Et inclina l'abat-jour pour que la lampe éclairât tout au long le corps étendu de Raiko. Raiko reposait les yeux clos. La lumière basse de la lampe révélait la courbe majestueuse de sa blanche chair. Le lieutenant, non sans quelque égoïsme, se réjouit de ce qu'il ne verrait jamais, tant de beauté défaite par la mort. À loisir, il laissa l'inoubliable spectacle se graver dans son esprit. D'une main, il lissait les cheveux, de l'autre caressait tendrement l'admirable visage, posant des baisers partout où son regard s'attardait. La tranquille froideur du grand front étroit, les yeux clos aux longs cils sous les légers sourcils, la finesse du nez, l'éclat des dents entre les lèvres régulières et pleines, les douces joues et le sage petit menton. Tout cela évoquait dans l'esprit du lieutenant la vision d'un visage de morte vraiment rayonnant. Et sans fin il appuyait les lèvres au creux de la gorge blanche. Où bientôt la main de Raiko frapperait, et la gorge, sous ses baisers, faiblement rougissait. Puis il revenait à la bouche, et la douce caresse de ses lèvres de droite à gauche, de gauche à droite, était comme le roulis d'une barque. Fermait-il les yeux? Le monde entier les berçait. Partout où passait le regard du lieutenant, ses lèvres fidèlement suivaient. Les seins gonflés se dressaient lorsque le lieutenant en saisissait entre ses lèvres les pointes. Roses comme les boutons de fleurs de merisier. De part et d'autre de la poitrine, les bras lisses s'étiraient pour amincir vers les poignets, sans rien perdre de leur ronde symétrie, et à leur extrémité se refermaient les doigts délicats qui, le jour du mariage, tenaient l'éventail. À mesure que le lieutenant posait un baiser, chaque doigt se repliait pudiquement derrière le doigt suivant. La cuvette qui se creuse entre le ventre et le giron avait, dans la douceur de ses courbes, non seulement force et souplesse, mais comme une sorte de retenue volontaire, et pourtant laissait s'épanouir les hanches. Le ventre et les hanches luisaient avec la blancheur et l'éclat du lait à ras-bord dans une large coupe, et l'ombre brusque du nombril ressemblait à la trace d'une goutte de pluie au même instant tombée. Les ombres s'accentuaient où fleurissait une tendre toison, et lorsque le corps cessa d'être passif, il s'en échappa, à chaque instant plus émouvant, un brûlant parfum de fleurs. Finalement, d'une voix tremblante, Raiko parla. « Montrez-moi, moi aussi je veux voir, pour la dernière fois. » Jamais il n'avait entendu de la bouche de sa femme aussi violente et claire requête. Il aurait dit que quelque chose, que la pudeur de Raiko avait voulu cacher jusqu'à la fin, rompait ses digues.
Le lieutenant s'étendit docilement pour s'abandonner à sa femme. En tremblant, elle se souleva, blanche et souple, et brûlant de l'innocent désir de rendre à son mari ses caresses. Posa ses doigts sur les yeux qui la regardaient et doucement les ferma d'un geste. Soudain bouleversé de tendresse, les joues enflammées par une émotion qui lui donnait le vertige, Reiko lui entoura la tête de ses bras. Les cheveux du lieutenant, taillés en brosse, lui piquaient la poitrine. Elle sentit sur sa peau le froid du nez en même temps que la chaleur du souffle. Elle se dégagea pour regarder le viril visage de son mari. Les sourcils sévères, les yeux clos, l'arc superbe du nez, le ferme dessin des lèvres serrées, l'éclat des joues, bleues où le rasoir avait passé. Raiko y posa ses lèvres. Elle les posa sur le large cou, sur les fortes et droites épaules, sur la puissante poitrine où les aréoles étaient comme deux boucliers et rougeâtres les pointes. Des aisselles et de leur toison, cachés profonds par les amples muscles des épaules et de la poitrine, s'élevait une odeur mélancolique et douce, et cette douceur exsudait en quelque manière l'essence de la jeune mort. La peau nue du lieutenant brillait comme un champ d'orge mûr. Les muscles s'y marquaient partout en dur relief et convergeaient sur le ventre autour du nombril petit et discret. À voir ce ventre jeune et ferme, pudiquement couvert d'une toison vigoureuse, à se dire qu'il allait tout à l'heure être cruellement troué par le sabre, Raiko, saisi de compassion, le couvrit de sanglots et de baisers. Lorsqu'il sentit les larmes de sa femme, le lieutenant sut qu'il était prêt à supporter avec courage les pires souffrances de son suicide. Après ces tendresses, on peut s'imaginer quels enivrements les emportèrent. Le lieutenant se souleva pour saisir dans une étreinte puissante sa femme épuisée de douleur et de larmes. Joue contre joue, ils se tenaient, passionnément serrés. Raiko tremblait. Leur poitrine, moite de sueur, se touchait étroitement et chaque pouce de chacun de ces corps jeunes et beaux s'intégrait si parfaitement au corps de l'autre qu'il semblait impossible qu'ils fussent jamais séparés. Raiko criait. Des sommets il plongeait aux abîmes, et des abîmes reprenaient essor pour s'élever aux hauteurs du vertige. Le lieutenant haletait comme un porte-drapeau au bout d'une longue marche en campagne. À peine un cycle prenait-il fin, qu'une nouvelle vague s'élevait et, ensemble, sans la moindre trace de fatigue, d'un seul souffle et d'un seul mouvement, ils remontaient vers les sommets. Lorsqu'enfin le lieutenant se détacha de Raiko, ce ne fut pas par épuisement. D'une part, il tenait à ne pas affaiblir l'énergie considérable dont il allait avoir besoin pour accomplir son suicide. D'autre part, il aurait été fâché de gâter par la satiété la douceur de ses dernières étreintes. Puisque le lieutenant renonçait, Raiko, avec sa docilité coutumière, suivit son exemple. Tous deux nus, étendus sur le dos, les doigts enlacés, regardaient fixement les ombres du plafond. Le radiateur chauffait bien la pièce, et même lorsque la sueur eut cessé de ruisseler de leur corps, ils ne sentirent pas le froid. Dehors, dans le calme de la nuit, les bruits de la circulation s'étaient tus. Le vacarme des trains et des tramways autour de la gare de Yotsuya n'arrivait pas jusqu'à eux. Après avoir été réfléchis par les fortifications et les douves, ils se perdaient dans le terrain boisé que longeait la grande avenue dans le palais d'Akasaka. Il était difficile de croire à la tension qui enserrait tout le quartier, où les deux factions ennemies de l'armée impériale, amèrement divisées contre elles-mêmes, attendaient le moment de s'affronter. Savourant la chaleur qui les habitait, ils reposaient et revivaient le détail de leurs moments de bonheur. Ils se rappelaient le goût de leurs baisers, le contact de leurs chairs nues et chacun des épisodes de leur vertige bienheureux. Rien ne les avait lassés. Mais déjà du sombre boisage du plafond, le visage de la mort les regardait. Leur joie avait été leur dernière joie, et leur corps ne les connaîtrait plus jamais. Mais des joies aussi intenses, et tous deux y avaient pensé en même temps, il est probable qu'ils ne les auraient jamais retrouvées, même s'ils avaient dû vivre très vieux. La douceur de leurs doigts enlacés, elle aussi, serait perdue. Même le dessin des veines et des nœuds sur le bois sombre du plafond qu'ils regardaient ensemble allait leur être enlevé. Ils sentaient la mort s'approcher pas à pas. Il ne fallait plus hésiter. Il fallait avoir le courage d'aller au-devant d'elle, de s'emparer d'elle. « Eh bien, préparons-nous, » dit le lieutenant. La résolution dans la voix de son mari était indiscutable. Mais jamais Raiko n'avait perçu chez lui autant de chaleur et de tendresse. Aussitôt relevés, toutes sortes de tâches les requirent. Le lieutenant, qui n'avait jamais aidé à faire le lit, fit joyeusement glisser la porte du placard, roula, emporta et rangea lui-même le matelas. Raiko éteignit le radiateur à gaz et recula la veilleuse. Pendant l'absence du lieutenant, elle avait soigneusement préparé la pièce, l'avait balayée, époustée, et si l'on négligeait la table en bois de rose qui occupait l'un des angles,
La pièce de 8 nattes donnait l'impression d'une salle de réception disposée pour accueillir un invité important. On a pas mal bu ici, n'est-ce pas? Avec Kano et Oma et Noguchi. Oui, ils buvaient tous beaucoup. On va les retrouver bientôt, dans l'autre monde. Ils vont nous taquiner, sûrement, quand ils verront que je vous ai amené avec moi. En descendant l'escalier, le lieutenant se retourna pour regarder la pièce calme et nette, maintenant vivement éclairée par la lumière au plafond. Les visages des jeunes officiers qui avaient bu et ri et innocemment plaisanté lui traversèrent l'esprit. Il n'avait encore jamais rêvé qu'un jour, il s'ouvrirait le ventre dans cette pièce. Dans les 2 pièces du rez-de-chaussée, le mari et la femme se livrèrent paisiblement à leurs préparatifs. Le lieutenant alla aux toilettes, puis à la salle de bain se laver. Pendant ce temps-là, Raiko rangea le peignoir molletonné de son mari, prépara dans la salle de bain sa tenue d'uniforme, son pantalon et un large pagne neuf en coton blanc et disposa sur la table du living-room du papier pour les lettres d'adieu. Puis elle ôta le couvercle de l'écritoire et se mit à frotter la pierre pour obtenir de l'encre. Elle savait déjà comment rédiger sa propre lettre. Ses doigts faisaient grincer les froides lettres dorées de l'encre en tablette, et l'eau dans la mince tablette noircit tout de suite comme si quelques nuages s'y étaient répandus. Elle cessa de se dire que le mouvement que faisaient ses doigts, ce frottement, ce léger grincement, tout cela ne préparait qu'à la mort. Il fallait y voir une occupation domestique, une tâche ordinaire où s'usait simplement le temps au bout duquel la mort serait là. Et pourtant le frottement de plus en plus facile sur la pierre, et l'odeur qui montait de l'encre de plus en plus noire, faisaient étrangement naître d'indicibles ténèbres. Bien net dans son uniforme qu'il portait à même la peau, le lieutenant sortit de la salle de bain. Sans un mot, il s'assit à la table, le buste droit, prit un pinceau et contempla avec hésitation la feuille blanche devant lui. Raiko avait emporté dans la salle de bain un kimono de soie blanche. Lorsqu'elle revint dans le living-room, vêtue du kimono blanc et légèrement fardée, la lettre d'adieu terminée était sur la table sous la lumière de la lampe. Les épais caractères au pinceau disaient simplement « Vive l'armée impériale. Lieutenant Takeyama Shinji ». Durant le temps que Raiko mit à écrire sa propre lettre, le lieutenant contempla en silence, avec une intense gravité, les pâles doigts de sa femme qui maniaient à leur tour, avec sûreté, le pinceau. Chacun sa lettre à la main, le lieutenant le sabre à son ceintureau, Raiko son poignard glissé dans la ceinture de son kimono, tous deux s'immobilisèrent devant l'autel pour prier en silence. Puis ils éteignirent toutes les lumières du rez-de-chaussée. En montant l'escalier, le lieutenant tourna la tête pour regarder la saisissante silhouette vêtue de blanc de sa femme qui montait derrière lui, les yeux baissés, et se détachait sur l'obscurité du vide. Les lettres d'adieu furent posées côte à côte dans l'alcôve de la pièce d'en haut. Ils se demandèrent s'il ne fallait pas ôter le rouleau déplié qui y était suspendu, mais puisqu'il avait été calligraphié par leur médiateur, le lieutenant-général Ozeki, et qu'en outre les caractères chinois qu'il portait signifiaient sincérité, ils le laissèrent. Même s'il devait être éclaboussé de sang, ils avaient le sentiment que le lieutenant-général comprendrait. Le lieutenant, assis bien droit, le dos contre un pilier de l'alcôve, posa son sabre sur le sol devant lui. Raiko s'assit en face, à la distance d'une natte. Le rouge de ses lèvres, alors que tout sur elle était rigoureusement blanc, semblait particulièrement séduisant. De part et d'autre de la natte qui les séparait, ils se regardèrent longuement dans les yeux. Le sabre du lieutenant posé devant ses genoux rappela à Raiko leur première nuit, et la tristesse l'envahit. D'une voix rauque, le lieutenant parla. « Comme je n'aurai pas de second pour m'aider, il me faudra entailler profond. Ce sera peut-être déplaisant, mais je vous en prie, n'ayez pas peur. La mort est toujours pénible à voir. Il ne faut pas vous laisser décourager par ce que vous allez voir. C'est bien entendu ? » Oui. Raiko s'inclina profondément. La vue de sa femme, mince et blanche silhouette, éveilla une bizarre excitation chez le lieutenant. Ce qu'il allait accomplir appartenait à sa vie publique, à sa vie de soldat dont sa femme n'avait jamais été témoin. Cet acte exigeait autant de volonté que se battre exige de courage. C'était une mort dont la dignité et la qualité n'étaient pas moindres que celle de la mort en première ligne. Ce dont ils allaient maintenant faire montre, c'était de sa conduite sur le champ de bataille. Cette réflexion conduisit le lieutenant à d'étranges imaginations. Mourir solitaire sur le champ de bataille, mourir sous le beau regard de sa femme. N'allait-il pas mourir à la fois de ces deux morts ? Réaliser leur impossible unité, douceur pour laquelle il n'est pas de mots. Tous les instants de sa mort seront observés par ses yeux admirables. Un souffle de fleurs et de printemps l'emportera vers la mort. C'était une faveur très rare. Il ne comprenait pas tout à fait, mais c'était un domaine que les autres ne connaissaient pas. Une bénédiction qui n'avait été accordée à personne et lui était dévolue. La rayonnante image de sa femme, dans sa robe blanche de jeune épousée, lui paraissait incarner tout ce qu'il avait aimé, tout ce à quoi il allait sacrifier sa vie, la maison impériale, la nation, le drapeau, et tout autant que sa femme assise devant lui,
Ses hautes présences le suivaient de leur regard immobile et clair. Elle aussi, Raiko, considérait passionnément son mari, qui si vite allait mourir, et se disait qu'elle n'avait jamais vu rien au monde de si beau. Le lieutenant avait toujours bien porté l'uniforme, mais aujourd'hui, regardant la mort en face, les sourcils droits et les lèvres bien serrées, il offrait peut-être le plus superbe exemple possible de beauté masculine. « Allons-y, dit enfin le lieutenant. Raiko s'inclina pour saluer très bas. Elle n'osait pas lever la tête. Elle avait peur que ses larmes abîment son maquillage, mais ne pouvait pas les retenir. Lorsqu'enfin elle releva les yeux, elle vit à travers la brume de ses larmes que le lieutenant avait sorti son sabre du fourreau et enroulé autour de la lame un bandage blanc qui laissait libre à la pointe 5 ou 6 pouces d'acier nu. Il reposa le sabre ainsi enveloppé sur la natte devant lui, puis se souleva sur les genoux, se réinstalla les jambes croisées et défit les agrafes de son col d'uniforme. Ses yeux ne voyaient plus sa femme. Lentement, un à un, il défit les minces boutons de cuivre. Sa brune poitrine apparut, puis le ventre. Il déboucha son ceinturon et défit les boutons de son pantalon. On vit l'éclat pur et blanc du pagne qui serrait les reins. Le lieutenant le rabattit à 2 mains pour dégager davantage le ventre, puis saisit la lame de son sabre. De la main gauche, il se massa le ventre, les yeux baissés. Pour s'assurer que le fil de la lame était bien aiguisé, le lieutenant replia la jambe gauche de son pantalon, dégagea un peu la cuisse et coupa légèrement la peau. Le sang remplit aussitôt la blessure, et de petits ruisseaux rouges s'écoulèrent qui brillaient dans la lumière. C'était la première fois que Raiko voyait le sang de son mari, et son cœur bondit violemment dans sa poitrine. Elle regarda le visage de son mari, lui regardait le sang couler avec une tranquille satisfaction. Un instant, mais elle savait en même temps que c'était une fausse consolation, Raiko se sentit soulagée. Les yeux du lieutenant fixés sur sa femme, l'intense regard immobile d'un oiseau de proie. Tournant vers lui-même son sabre, il se souleva légèrement pour incliner le haut de son corps sur la pointe de son arme. L'étoffe de son uniforme tendu sur les épaules trahissait l'effort qui mobilisait toutes ses forces. Il visait à gauche au plus profond de son ventre. Son cri aigu perça le silence de la pièce. En dépit de la force qu'il avait lui-même déployée pour se frapper, le lieutenant eut l'impression que quelqu'un d'autre lui avait porté un atroce coup de barre de fer au côté. Une seconde ou deux, la tête lui tourna. Il ne savait plus ce qui lui arrivait. Les 5 ou 6 pouces d'acier nu avaient disparu complètement à l'intérieur de la chair et le bandage blanc qu'il serrait de sa main crispée appuyait directement sur le ventre. Il reprit conscience. La lame avait certainement percé la paroi du ventre, se dit-il. Il respirait avec difficulté. Son cœur battait à grands coups et dans quelques profonds lointains dont il pouvait à peine croire qu'il fût une part de lui-même. Surgissait une effrayante, une abominable douleur, comme si le sol s'était ouvert pour laisser échapper une lave brûlante de roches en fusion. La douleur se rapprochait à une vitesse terrifiante. Le lieutenant se mordit la lèvre pour éviter un involontaire gémissement. Le seppuku, se dit-il, est-ce cela? On aurait dit le chaos absolu, comme si le ciel lui était tombé sur la terre, comme si l'univers, ivre, titubait. Sa volonté et son courage, qui avaient semblé si fermes avant qu'il ne fît l'entaille, s'étaient réduits à l'épaisseur d'un seul fil d'acier aussi fin qu'un cheveu. Et il éprouva comme un affreux malaise le soupçon qu'il lui fallait avancer le long de ce fil et s'y attacher désespérément. Son poing crispé était tout humide. Il baissa les yeux. Il vit que sa main et l'étoffe qui enveloppait la lame du sabre étaient trempées de sang. Son pagne était aussi profondément teint de rouge. Il fut frappé, comme d'une chose incroyable, qu'au milieu d'une aussi terrible souffrance, ce qui pouvait être regardé put encore être regardé, et ce qui existait put exister encore. Au moment où elle vit le lieutenant s'enfoncer le sabre dans la côte gauche et la pâleur de la mort descendre sur son visage comme un rideau descend sur une scène, Raiko dut se contraindre pour ne pas se précipiter vers lui. Quoi qu'il dût arriver, il lui fallait veiller. Il lui fallait être témoin. C'était le devoir que son mari lui avait imposé. En face d'elle, à une natte de distance, elle le voyait se mordre la lèvre pour étouffer la douleur. La douleur était là, absolue et incertaine, sous ses yeux. Et Raiko n'avait aucun moyen de l'en délivrer. La sueur brillait sur le front de son mari. Il fermait les yeux puis les rouvrait comme pour se rendre compte. Ils avaient perdu leur éclat et semblaient innocents et vides comme les yeux d'un petit animal. La souffrance que contemplait Raiko flambait aussi forte que le soleil d'été. Entièrement étrangère à la peine qui semblait lui déchirer l'âme, la souffrance augmentait sans fin, montait. Raiko, voyant son mari accéder à un autre univers où l'être se dissout dans la douleur, est emprisonné dans une cellule de douleur et nulle main ne peut l'approcher. Mais elle, Raiko, n'en éprouvait aucune. Sa peine n'était pas cette douleur, si bien qu'elle eut l'impression qu'on avait élevé une haute et cruelle paroi de verre entre elle et son mari.
Depuis son mariage, la vie de son mari avait été sa vie et le souffle de son mari son souffle. Et maintenant, alors que la souffrance de son mari était la réalité de sa vie, Reiko, dans sa propre peine, ne trouvait aucune preuve de sa propre existence. La main droite sur le sabre, le lieutenant commença à s'entailler le ventre par le travers. Mais la lame rencontrait l'obstacle des intestins qui s'y emmêlaient et dont l'élasticité la repoussait constamment. Et le lieutenant comprit qu'il lui faudrait les 2 mains pour maintenir la lame enfoncée. Il appuya pour couper par le travers. Mais ce n'était pas aussi facile qu'il l'avait cru. Il mobilisa toute sa force dans sa seule main droite et tira vers la droite. L'entaille s'agrandit de 3 ou 4 pouces. Lentement, des profondeurs internes, la douleur irradiait le ventre entier. Des cloches en folie sonnaient. 1000 cloches ensemble à chaque souffle, à chaque battement du pouls, ébranlant tout son être. Le lieutenant ne pouvait plus s'empêcher de gémir, mais la lame était arrivée à l'aplomb du nombril et, lorsqu'il le constata, il fut content et reprit courage. Le volume de sang répandu avait régulièrement augmenté et commençait à jaillir de la blessure au rythme même du pouls. La natte devant le lieutenant était trempée de rouge par les éclaboussures du sang qui continuait à s'écouler des flaques que retenait dans ses plis le pantalon d'uniforme. Une goutte unique s'envola, comme un oiseau jusqu'à Raiko, pour se poser sur ses genoux et tacher sa robe blanche. Lorsque le lieutenant se fut enfin complètement éventré, la lame n'enfonçait presque plus et la pointe était visible, luisante de graisse et de sang. Mais, saisi soudain d'une violente nausée, le lieutenant laissa échapper un cri rauque. Vomir rendrait l'affreuse douleur plus affreuse encore, et le ventre qui jusque-là était demeuré ferme se souleva brusquement. La blessure s'ouvrit en grand et les intestins jaillirent comme si la blessure vomissait à son tour. Apparemment inconscients de la souffrance de leur maître, glissant sans obstacle pour se répandre dans l'entrejambe, ils donnaient une impression de santé robuste et de vitalité presque déplaisante. La tête du lieutenant s'affaissait, ses épaules se soulevaient, ses yeux s'entr'ouvraient et un mince filet de salive s'échappait de sa bouche. L'or de ses épaulettes brillait dans la lumière. Il y avait du sang partout. Le lieutenant y baignait jusqu'aux genoux et demeurait écrasé et sans force, une main sur le sol. Une odeur âcre emplissait la pièce. Le lieutenant, tête ballottante, hoquetait sans fin, et chaque hoquet ébranlait ses épaules. Il tenait toujours dans sa main droite la lame de son sabre que repoussaient les intestins et dont on voyait la pointe. Il est difficile d'imaginer spectacle plus héroïque que le sursaut du lieutenant qui brusquement rassembla ses forces et releva la tête. Son mouvement fut si violent qu'il se cogna l'arrière du crâne contre le pilier de l'alcôve. Raiko, qui était resté jusque-là tête baissée, fasciné par la marée de sang qui s'avançait vers ses genoux, releva les yeux, surprise par le bruit. Le visage du lieutenant n'était plus un visage de vivant. Ses yeux étaient enfoncés, la peau parcheminée, les joues jadis si fraîches et les lèvres couleur de boue séchée. Seule bougeait la main droite. Serrant laborieusement le sabre, elle s'éloignait en tremblant comme une main de marionnette pour essayer d'en diriger la pointe vers la naissance de la gorge. Raiko regardait son mari faire ce dernier effort, inutile, déchirant. Luisante de sang et de graisse, la pointe, 1 fois, 2 fois, 10 fois, se dirigeait vers la gorge. Chaque fois, elle manquait le but. La force qui aurait dû la guider était épuisée. La pointe frappait le col de l'uniforme et les insignes brodés sur le col. Les agrafes étaient défaites, mais le raide col militaire se refermait de lui-même et protégeait la gorge. Raiko ne put supporter le spectacle plus longtemps. Elle voulut aller aider son mari, mais ne put se lever. Elle avança sur les genoux, à travers le sang, et son blanc kimono se teignit de rouge. Elle se glissa derrière son mari et ne fit rien d'autre qu'écarter le col. La pointe tremblante fut enfin au contact de la gorge nue. Raiko eut alors l'impression qu'elle avait poussé son mari en avant, mais ce n'était pas vrai. C'était le dernier mouvement délibéré du lieutenant, son dernier effort de volonté. Il se jeta brusquement sur la lame qui lui transperça la gorge. Il y eut un effroyable jet de sang, et le lieutenant bascula et s'immobilisa. Une lame d'acier froide et bleue dépassait de sa nuque. Lentement, car le sang qui trempait ses soquettes les rendait glissantes, Raiko descendit l'escalier. Il n'y avait plus aucun bruit dans la pièce d'en haut. Au rez-de-chaussée, elle ouvrit les lumières, vérifia les robinets et le compteur du gaz et répandit de l'eau sur les braises encore rougeoyantes du brasero. Devant le grand miroir de la pièce à 4 nattes et demie, elle se regarda. Les taches de sang formaient sur la moitié inférieure de son kimono blanc, un dessin hardi et violent. Lorsqu'elle s'assit devant le miroir, elle sentit sur ses cuisses quelque chose de froid et d'humide. C'était le sang de son mari. Elle frissonna, puis elle prit à loisir le temps de s'apprêter. Elle se farda. Beaucoup de rouge aux joues, beaucoup sur les lèvres. Ce n'était plus se maquiller pour plaire à son mari.
C'était se maquiller pour le monde qu'elle allait laisser derrière elle. Il y avait dans son application quelque chose de somptueux et de théâtral. Lorsqu'elle se leva, la natte devant le miroir était trempée de sang. Elle n'allait pas s'en soucier. Raiko se retrouva debout sur le sol de ciment du vestibule. Lorsque son mari, la veille au soir, avait fermé la porte au verrou, c'était pour se préparer à mourir. Elle demeura un instant perplexe. Fallait-il tirer le verrou? Si elle fermait la porte, les voisins ne s'apercevraient pas tout de suite de leur suicide. L'idée que leurs deux corps allaient dans quelques jours pourrir avant d'avoir été découverts ne plaisait pas à Raiko. Après tout, il semble qu'il vaudrait mieux laisser la porte ouverte. Elle repoussa le verrou et entr'ouvrit légèrement la porte de verre dépoli. Un vent glacé s'engouffra. On ne voyait personne dans la rue, à minuit passé, et les étoiles brillaient à travers les arbres de la grande maison d'en face. Elle laissa la porte entr'ouverte et monta l'escalier. Elle avait un peu marché ici et là, ses soquettes ne glissaient plus. Au milieu de l'escalier, elle perçut déjà une odeur très spéciale. Le lieutenant était étendu dans un océan de sang. La pointe qui sortait de sa nuque paraissait saillir davantage. Raiko marcha droit dans le sang, s'assit à côté du cadavre et contempla longuement le visage du lieutenant, dont un côté reposait sur la natte. Ses yeux étaient grands ouverts, comme si quelque chose avait attiré son attention. Elle lui souleva la tête, l'enveloppa dans sa manche, essuya le sang de ses lèvres et y déposa un baiser. Puis elle se leva et prit dans le placard une couverture blanche, neuve, et une cordelière. Pour que son kimono ne s'ouvre pas, elle enroula la couverture autour d'elle et la serra à la taille avec la cordelière. Raiko s'assit à un demi-mètre environ du corps du lieutenant. Elle ôta le poignard de sa ceinture, regarda longuement l'acier poli de la lame qu'elle porta à sa bouche. L'acier lui sembla légèrement sucré. Raiko ne s'attarde pas. Elle disait qu'elle allait connaître la souffrance qui tout à l'heure avait ouvert un tel gouffre entre elle et son mari, que cette souffrance deviendrait une part d'elle-même, et elle ne voyait là que le bonheur de pénétrer à son tour dans un domaine que son mari avait déjà fait sien. Dans le visage martyrisé de son mari, il y avait quelque chose d'inexplicable qu'elle voyait pour la première fois. Elle allait résoudre l'énigme. Raiko sentait qu'elle était capable de goûter enfin, dans leur vérité, l'amertume et la douceur du grand principe moral auquel croyait son mari. Ce qu'elle n'avait jusqu'ici perçu qu'à travers l'exemple de son mari, elle allait le goûter de sa propre bouche. Raiko ajusta la pointe du poignard contre la naissance de sa gorge et brusquement l'enfonça. La blessure était légère. La tête en feu, les mains tremblantes, elle tira vers la droite. Un flot tiède envahit sa bouche et devant ses yeux tout devint rouge. À travers le jaillissement du sang, elle rassembla ses forces et s'enfonça le poignard au fond de la gorge.